Qui sont les combattants les plus surcotés de chaque division de l'UFC. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout faire sauf porter les gants. Aujourd'hui je vais littéralement sortir les termes et te dire la vérité. Et je vais te dire selon moi, dans chaque division de l'UFC, qui est le combattant le plus surcoté de cette division. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin pour te faire le coup du marteau. Surprise, surprise, the king is back! On commence tout d'abord par la première division, qui est la division des heavyweights. Et selon moi, le combattant le plus surcoté, c'est Johnny Bones Jones. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus en mode « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu connais rien au MMA, t'es vraiment un MMX. À quel moment John Jones, c'est un combattant surcoté ?» Les gars, j'ai vraiment fait tellement de vidéos pour vous expliquer pourquoi, selon moi, John Jones, c'est un combattant qui n'est pas, genre, ouais, exactement, ouais, qui n'est pas le GOAT de l'UFC. Et la raison pour laquelle je dis que John Jones, il est surcoté, c'est clairement pas en termes de compétences techniques, parce qu'on sait très bien que John Jones, si on parle juste en termes de compétences techniques, je pense que c'est littéralement l'un des combattants les plus complets de l'histoire même, je dirais, de l'UFC. Mais comparé, je dirais, tout simplement au statut et comparer simplement à ce que l'on attend de John Jones, moi je me dis qu'il est clairement surcoté. Parce que déjà j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Vraiment, John Jones, il y a tellement de choses que je pourrais dire sur lui. Mais je vais franchement peut-être te refaire récemment d'autres vidéos par rapport à lui que j'ai faites. Mais les simples trucs que je vais te dire par rapport à John Jones, c'est tout d'abord que je ne le considère pas comme le GOAT, parce que je considère Georges Saint-Pierre comme le GOAT, parce que Georges Saint-Pierre il a un petit peu le même résumé que John Jones, alors que lui il l'a eu de manière clean. Le deuxième truc que j'ai contre John Jones, c'est également le fait que, bien évidemment, comme ce que je disais par rapport à Georges Saint-Pierre, genre, lui, il n'était pas du tout clean. Genre, c'est l'un des combattants qui a le plus triché dans l'UFC. Et donc, tu peux pas considérer comme le GOAT, la personne qui a vraiment le plus triché, la personne qui s'est vraiment le plus dopé. Tu peux pas considérer ce genre de personne comme le GOAT. Un autre truc, c'est tout simplement le fait que John Jones, tu peux pas dire que c'est le plus grand de tous les temps, le BMF, celui qui n'a peur de personne, alors qu'il a vraiment fui plusieurs combats. Il y a plein de combattants qu'il a évité de combattre. Et également, en plus de tout cela, John Jones, l'un des trucs qui fait qu'on le surcote encore plus, c'est tout simplement le fait que on dit qu'il n'a jamais perdu, alors que clairement il a perdu en 2021 contre Dominic Reyes. Ça franchement, c'est littéralement en train de devenir un de mes slogans, tellement je suis à chaque vidéo, genre, on en est arrivé au point où à chaque vidéo, tu peux checker si tu veux, à chaque vidéo, il y aura au moins un moment où je vais être là à vous rappeler que Dominic Reyes, il a battu John Jones en 2021. Et ouais, c'était juste flagrant. Dominic Reyes qui bat John Jones sur 3 rounds. John Jones qui bat Dominic Reyes sur les 2 derniers rounds. Et les juges qui donnent la décision à John Jones à la place de la donner à Dominic Reyes. Ce qui, selon moi, fait vraiment que John Jones, on ne peut pas le considérer comme le GOAT. Et la raison pour laquelle je te dis spécifiquement que dans la catégorie des heavyweight, John Jones il est super surcoté, c'est tout simplement parce qu'il y a vraiment plein de gens, et je sais que j'en trouverai très probablement dans les commentaires, qui pensent dur comme fer que John Jones il est en mesure de battre Thomas Spinal et que John Jones ne fuit pas de manière flagrante Thomas Spinal. Les gars, je sais que vous êtes un petit peu trop fan de John Jones, mais redescendez un petit peu sur terre. La raison pour laquelle John Jones, il reste là et il s'accroche à 100% sur ce combat qu'il veut faire contre Stipe Miocic, c'est clairement dû à cela, tu vois. C'est clairement dû au fait que John Jones, c'est très bien qu'en termes de style, Thomas Spinal, c'est le plus gros cauchemar qu'il puisse avoir parce que Thomas Spinal, il est plus jeune que lui, il est plus rapide que lui, et il est simplement aussi complet, voire plus complet que lui. Et également, John Jones, on se rappelle des prouesses qu'il a fait en light heavyweight et tout, mais la puissance de frappe qu'un heavyweight a. John Jones, je pense qu'il est clairement au courant que s'il se battait contre Thomas Spinal, il allait se faire terminer probablement en moins de 2 minutes. Et John Jones, vu la carrière qu'il a eue, j'ai clairement pas l'impression qu'il a envie genre, de terminer sur cette note, ce qui est logique en vrai. Je peux pas vraiment trop en vouloir à John Jones sur le fait qu'il n'ait pas envie d'affronter Thomas Spinal. Si tu regardes bien, la majeure partie du temps, lorsque je critique John Jones, c'est plus sur ce qu'il a fait, genre, au milieu de sa carrière, quand il s'est dopé et tout. Mais c'est pas vraiment trop sur le fait qu'il fuit Thomas Spinal. C'est tout simplement parce que c'est normal que Thomas Spinal va le démonter. C'est même pas sa catégorie de base à John Jones. Et ouais, Thomas Spinal, c'est juste un monstre. Donc ouais, John Jones il est trop surcoté dans la logique selon laquelle on le considère comme le GOAT de tous les temps et qu'il est en mesure d'éteindre un combattant comme Thomas Spinal. John Jones est surcoté. Surprise, surprise, the king is back!
Pour la deuxième division, qui est la division Light Heavyweight, selon moi le combattant le plus surcoté, vous allez très probablement bientôt vraiment beaucoup entendre parler de lui, c'est Khalil Rountree Jr. Et la raison pour laquelle, selon moi, il est vraiment surcoté et genre qui est la plus évidente, qui me montre à quel point cet homme est surcoté, c'est tout simplement le title shot qu'il vient tout juste d'obtenir contre Alex Pereira pour l'UFC 307. Je rappelle très bien que Khalil Rountree, il est classé numéro 8 dans la catégorie des Light Heavyweight et automatiquement, il est venu et il a obtenu un title shot sorti de nulle part. Je rappelle que sa dernière victoire, elle était tout simplement, et je répète bien tout simplement, contre Anthony Smith. Anthony Smith, que selon moi, Anthony Smith, c'est Anthony Smith quoi. Genre, Anthony Smith, c'est vraiment pas un combattant phénoménal, même si à l'UFC 301, pardon, il a réussi à gagner par une guillotine qui était plutôt nice, mais non, Anthony Smith c'est vraiment pas le combattant qu'il pense être, et clairement, dans la division de Light Heavyweight, il y a littéralement personne qui respecte Anthony Smith, tu vois, et donc, ça c'est littéralement l'une des raisons pour lesquelles c'est vraiment bizarre de se dire que Khalil Rountree Jr., après s'être fait suspendre pour utilisation de produits anabolisants, donc après utilisation de stéroïdes, il est directement revenu dans l'UFC et automatiquement on lui a donné un title shot comme ça contre Alex Pereira. Et moi je dirais même que à ce point, c'est un petit peu la faute de l'UFC, tu vois, genre d'avoir donné ce title shot à Khalil Rountree Jr. parce qu'ils se disent que, ouais, en vrai, l'UFC, je suis totalement sûr que ce à quoi elle pense, c'est que, ouais, si on avait donné le title shot à Ankalaev, il aurait éteint Alex Pereira, ce qui ne nous arrange pas. Donc on va donner ça à Khalil Rountree Jr. qui lui, il met des KO. Également, ça c'est l'un des points pour lesquels Khalil Rountree Jr. il est surcoté, c'est que l'UFC s'est dit qu'ils allaient donner ce combat à Khalil Rountree Jr. Tout simplement pour que Alex Pereira éteigne Khalil Rountree Jr. Il n'y avait vraiment pas d'autre sujet, ça vole pas plus haut que ça. Et là, une des raisons majeures qui montre que vraiment Khalil Rountree Jr. il est surcoté, c'est tout simplement qu'il y a plein de fans de l'UFC, ça m'a étonné, qui se disent que lui, vu le style de combat qu'il a et vu la garde haute qu'il a, il y a moyen qu'il mette KO Alex Pereira. Alex Pereira, que je rappelle qu'il ne s'est fait mettre KO qu'une seule fois, et en plus, ce n'était pas dans sa catégorie, c'était en middleweight, donc lorsqu'il était descendu en middleweight, il était vraiment asséché, et il n'arrivait même pas vraiment trop à... Genre, il était tellement asséché que un bon coup d'Adesanya, après, il s'est éteint d'un coup. Selon moi, il y a 0% de chance qu'il se fasse battre par Khalil Rountree Jr. Parce que Rountree est clairement surcoté. Surprise, surprise, the king is back! Pour la catégorie des middleweight, ça a vraiment été difficile de choisir une seule personne. Donc là, je vais te dire d'abord, selon moi, c'est qui le combattant le plus surcoté. Pour la catégorie des middleweight, ça a vraiment été difficile de trouver un seul combattant. Donc, je vais d'abord te dire les deux combattants auxquels j'avais pensé en premier, avant de te dire, selon moi, c'est qui le combattant le plus surcoté de la catégorie. Donc, le premier combattant auquel j'avais pensé, c'était clairement mon Ops, Sean Strickland. Sean Strickland, pourquoi est-ce que je trouve qu'il est surcoté? C'est tout d'abord que Sean Strickland, tu vois, en ce moment, quand tu penses à Sean Strickland, tu penses à numéro 1 de la catégorie des middleweight, c'est-à-dire genre le contender numéro 1 de la catégorie des middleweight, un combattant vraiment intéressant, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui aiment le style de combat de Sean Strickland, moi je l'aime pas, je vais être transparent. Maintenant le truc, c'est que Sean Strickland, selon moi, pourquoi est-ce qu'il est surcoté? C'est tout d'abord que son title shot contre Adesanya, il ne l'a pas mérité du tout. On va rester honnête pendant 2 secondes, c'est pas parce que je suis un fan d'Adesanya que je dis ça. Le title shot que Strickland a reçu contre Adesanya l'année dernière, donc en septembre 2023, il n'était pas mérité du tout. Adesanya, Strickland, pardon, je veux dire, a reçu ce title shot tout simplement parce que Dricus du Plessis était blessé. Et je dois bien rappeler qu'à l'époque, Sean Strickland il était classé 7ème dans la catégorie des middleweight. Et c'est tout simplement parce qu'Adesanya il avait déjà nettoyé la catégorie qu'on lui a accordé ce title shot qui n'était pas du tout mérité. Et maintenant, en termes de style, on va rester honnête, en termes de style, c'était peut-être pas impossible, mais c'était l'un des styles les plus compliqués pour que Adesanya gagne ce combat. Parce que si tu regardes un petit peu les deux comment ils se battent, tu vas te rendre compte que Adesanya, c'était quasiment pas possible qu'il réussisse à battre Strickland. Surtout Strickland qui était entré en short notice. Parce que en termes de style, je le répète encore, mais Sean Strickland, c'est un cauchemar pour Adesanya. Et donc, Sean Strickland, il a fait ce que personne ne le voyait faire en vrai. Parce qu'on était trop ébloui par Adesanya, comment il est chaud et tout, qu'on avait oublié genre d'analyser ça style par style. Donc Strickland, il est venu, il a brillé sur Adesanya, après il l'a battu. Et après avoir battu Adesanya, qu'est-ce qui s'est passé? Strickland, il a affronté Dricus du Plessis et il a perdu la ceinture. Tout simplement parce que Strickland a tout simplement fait ce qu'il fait depuis quasiment le début de sa carrière, tu vois. Juste tenir une garde haute et mettre des jabs, des jabs, des jabs, des jabs. Mais à la fin de la journée, ça ne marche pas.
ça ne marche pas contre... Genre la majeure partie du temps, ça marche pas. Donc après, Dricus du Plessis, avec son style bizarre, il a réussi à battre Strickland pour récupérer la ceinture. Il y a plein de gens qui sont venus dire que c'est du vol, c'est du vol, c'est du vol. J'ai vraiment beaucoup de fois regardé le combat et j'ai vraiment pas l'impression que c'est du vol. Là, j'ai failli ne pas dire vol et j'ai failli dire un mot bien plus dangereux qui m'aurait fait me faire démonétiser d'un coup. Mais bon, on va rester concentré, Donc après ça, évidemment, Sean Strickland a battu Paulo Costa, mais qu'est-ce qu'une victoire contre Paulo Costa veut dire à l'heure actuelle? Paulo Costa, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Et voilà, donc selon moi, Strickland, il est à un certain level surcoté. Après, l'autre combattant auquel j'avais pensé, c'était Adesanya. Parce que Adesanya, selon moi, il est quand même surcoté à un certain niveau. Parce que lorsque tu me dis que Adesanya, il est dans le top 5 des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC, je me dis quand même que t'exagères à un certain moment. Parce que Adesanya, là où on veut le mettre, là où l'UFC nous pousse à le mettre, j'ai l'impression qu'il n'est quand même pas encore à ce niveau, tu vois. Parce que, bien évidemment, Adesanya, il a vraiment brillé sur sa catégorie. Je pense que, si je me souviens bien, il a eu 7 défenses de titre d'affilée. Mais après, déjà, il y a le fait que sa fin de carrière, elle est un petit peu en train de détériorer sur cette image. Mais également, le fait que Adesanya, j'ai vraiment pas l'impression que lorsque tu regardes ses combats et que tu regardes vraiment le long de sa carrière, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de moments dans lesquels il a vraiment brillé totalement sur un adversaire. Là, les quelques moments auxquels je peux penser, c'est peut-être son combat contre... Non, pas Kevin Gastelum, parce que Kevin Gastelum, c'était une guerre qui partait des deux sens. Mais je dirais peut-être que c'était son combat contre... peut-être contre Derek Brunson. Également contre Paulo Costa, j'hésite. Whittaker aussi, j'hésite, parce que dans les deux cas, avant qu'il réussisse à le toucher à la fin, c'était un petit peu une guerre. Pereira également, c'était la même chose, avant qu'il réussisse à le toucher à la fin, c'était une guerre. Mais l'autre combat dont j'allais parler, c'est simplement son deuxième combat contre Marvin Vettori. Et c'est qui Marvin Vettori? Marvin Vettori, c'est quasiment personne, tu vois. Donc c'est un petit peu l'un des trucs pour lesquels moi je trouve qu'Adesanya, à un certain niveau, on le surcote un petit peu. Mais après, ça reste une légende. Pas à dire autre chose que ça. Mais j'ai vraiment parlé pendant longtemps de la catégorie des middleweight, vous allez m'excuser, mais c'est tout simplement parce que c'est l'une des catégories les plus chargées en talent de l'UFC, tu vois. Mais l'autre personne que selon moi elle est clairement surcotée et qu'on n'en parle pas du tout assez, je sais que ça va peut-être être un petit peu controversé de dire ça, mais selon moi c'est clairement Khamzat. Je suis désolé les gars, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Khamzat Chimaev, je suis désolé, mais Khamzat Chimaev, à mes yeux, il est surcoté. Khamzat Chimaev, faut que je m'explique un petit peu. Afin que tu comprennes pourquoi est-ce que Khamzat Chimaev, selon moi, il est surcoté, il faut simplement que tu regardes les combats genre qu'il a eu à faire, parce que bien évidemment il a fait des masterclass sur des adversaires comme Kevin Holland, mais j'ai l'impression que dès que tu l'as mis face à des vrais challenges, là on a commencé à voir le vrai Khamzat. Parce que tout d'abord, dans son combat contre Gilbert Burns, ça a été un combat qui a été très serré, mais Khamzat a fini par gagner. Et après ce combat-là, on s'est dit que ouais, en fait non, c'est pas Khamzat le problème, mais c'est simplement que Gilbert Burns, c'est vraiment un puzzle, et genre que Gilbert Burns, c'était le cauchemar de Khamzat, tu vois. Et après, on s'est dit, ok, donc c'est pas grave, donc ça doit être ça le truc avec Khamzat. Après Khamzat, on lui a donné Kamaru Usman, un Kamaru Usman qui est venu à 12 jours de préparation, je précise bien, et dans une catégorie qui n'était même pas la sienne, donc il a vraiment dû se presser à gagner du poids, venir non préparé et tout, alors que Khamzat, il s'était préparé pendant quasiment 3 mois pour ce combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kamaru Usman, il a littéralement démonté Khamzat, et je suis désolé de vous le dire, les fans de Khamzat, mais selon moi, vous pouvez même rechecker le combat si vous voulez, mais selon moi, Kamaru Usman avait gagné ce combat. Kamaru Usman avait gagné le combat contre Khamzat Chimaev selon moi. Et ça c'est quasiment, j'en suis quasiment certain. Mais bon, ça vous allez vraiment me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, selon moi, Khamzat Chimaev, il est en train d'être exposé. Et ça c'est un des trucs qui prouve que c'est l'un des combattants les plus surcotés de l'UFC et donc de la catégorie des middleweight. Également, je me souviens qu'en 2020, on était tous là à dire que ouais, Khamzat, d'ici 1 an, 2 ans, ça va être le premier gars à devenir triple champion de l'UFC. Le gars, il n'a même pas encore eu un title shot. Je dis ça, je dis rien. Surprise, surprise, the king is back! Pour la catégorie des welterweight, je sais que vous allez encore me tomber dessus. J'avais pensé à des combattants un petit peu comme Ian Gary. Mais selon moi, celui qui est le plus évident, c'est tout simplement Leon Edwards, donc le champion. Pardon, je suis content de dire ça même. L'ancien champion de la catégorie des welterweight. Donc, Leon Edwards, selon moi, pourquoi est-ce qu'il est surcoté? Je vais aller plutôt vite avec cette catégorie. C'est tout simplement parce que Leon Edwards a construit toute sa carrière sur un head kick. Après, je sais que tu vas me dire que c'est un petit peu méchant de dire ça parce qu'il a été invaincu pendant 9 ans, ok. Mais Leon Edwards, je dois quand même rappeler que c'était l'un des combattants les plus ennuyeux de l'UFC. Et également, comme je te l'ai dit, si Leon Edwards n'avait pas mis ce head kick
pile au bon moment, pile au bon endroit à Kamaru Usman, on l'aurait littéralement oublié, genre on se serait pas dit genre que c'était le combattant légendaire qu'il est aujourd'hui. Parce que Leon Edwards, il est vraiment important à rappeler que lors de son combat contre Kamaru Usman, c'est-à-dire du deuxième combat qu'il a eu contre Kamaru Usman, qui était en 2022, si Leon Edwards n'avait pas mis ce head kick à Kamaru Usman, il aurait clairement perdu le combat parce que Leon Edwards il s'était fait démonter sur 5 rounds. Sur 5 rounds, et c'est à la fin du 5e round qu'il a réussi à terminer Kamaru Usman sur un coup de chance. Je suis désolé de dire ça également, je sais que ouais, c'est le MMA, genre tout c'est de la technique et tout. Mais ok, je vais peut-être pas dire que c'était de la chance, peut-être qu'il l'avait calculé, mais faut quand même qu'on s'avoue que c'était exactement le bon coup, pile au bon moment, pile au bon endroit. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que Leon Edwards, il a vraiment construit toute sa carrière autour de ça, en essayant de nous faire croire que ouais, il pourrait refaire ça à tout moment et tout. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment été exposé récemment contre Belal. Parce que contre Belal, même si son coach lui a crié dessus et tout, il n'y a pas eu ce coup de chance cette fois-ci, tu vois. Et ça c'est un truc vraiment qui prouve que Leon Edwards, toute sa carrière, elle a un petit peu tourné autour du fait qu'il ait réussi à mettre ce head kick à ce moment particulier. Surprise, surprise, the king is back! Pour la catégorie des lightweight, selon moi, le combattant le plus surcoté, c'est clairement Mateusz Gamrot, qui également a été exposé la semaine passée. Là, ça commence à faire beaucoup. Il a été exposé par Dan Hooker. Donc, la raison pour laquelle je te dis Mateusz Gamrot, c'est tout simplement que si tu m'avais posé la question il y a 2 mois, il y a vraiment plein de gens qui pensaient que Islam Makhachev il pouvait se faire battre par Gamrot. Pourquoi? Parce que Gamrot sait lutter et qu'il est bon en striking. Donc on se disait que Gamrot, vraiment, franchement, c'est le nouveau Islam. On se disait que c'est un combattant qui est super technique, genre c'est un combattant qui est en mesure littéralement de pouvoir battre un combattant comme Islam. Et l'un des arguments les plus solides qui revenait souvent, c'était tout simplement que le fait qu'il ait battu Arman Tsarukyan, tu vois. Mais le problème, c'est qu'à part Arman Tsarukyan, et c'est ça que je suis en train de checker exactement, à part Arman Tsarukyan, les autres combattants qu'il a battus, c'était un Rafael Dos Anjos qui était vieillissant, également Jalen Turner. Et en vrai, c'est à cause de ces 3 victoires et du style de combat de Gamrot que l'on se disait qu'il était totalement impossible à toucher et que c'était le genre de combattant qui risquerait de pouvoir battre Islam. Bon, il a été vraiment exposé contre Dan Hooker parce que lorsqu'on l'a mis face à un pur striker, là on s'est rendu compte que c'était une fraude. Et je me souviens que je disais avant que c'était une fraude et Dan Hooker nous l'a prouvé. Surprise, surprise, the king is back! Pour la catégorie des featherweight, c'est pas vraiment facile d'en trouver parce que selon moi, ils sont quasiment tous super talentueux. Mais selon moi, celui qui représente le plus le combattant surcoté, je dirais que c'est Yair Rodriguez. La raison pour laquelle je dis Yair Rodriguez, c'est tout simplement parce que Yair Rodriguez, on le connaît plus comme ce grand nom. Et la raison pour laquelle il a ce grand nom, c'est lié à 2 facteurs. Tout d'abord, au fait que c'est un combattant qui est grave violent, on va pas se mentir. Et également, par rapport au fait qu'il a combattu des grands combattants, comme par exemple il a perdu contre Volkanovski, il a perdu contre Max Holloway également, mais également il a eu des victoires contre des grands noms, je dirais, de la catégorie des featherweight, comme BJ Penn, Dan Hooker. Mais le problème c'est que ça c'était pas le Dan Hooker que l'on a à l'heure actuelle, ça c'est pas le Dan Hooker chauve, non pardon, le Dan Hooker blond avec les tatouages, ça c'est plus le Dan Hooker de 2015 qui avait 0 tatouage ni rien, et c'était pas du tout Dan Hooker à son prime, tu vois. Il a également battu le Korean Zombie, Josh Emmett et Brian Ortega. Donc c'est littéralement les raisons pour lesquelles on se dit que Yair Rodriguez, c'est vraiment le combattant incroyable qu'il pense être. Mais la raison pour laquelle je te dis majoritairement que Yair Rodriguez, il est surcoté, c'est que à l'approche de son combat contre Volkanovski qui a eu lieu lors de l'été 2023, bah, il y a vraiment beaucoup de gens qui le donnaient vainqueur contre Volkanovski alors qu'il y avait juste absolument 0 logique pour donner cet homme vainqueur contre une légende, un GOAT comme Alexander Volkanovski. Et selon moi, c'est à partir de ce moment-là que les gens ils ont vraiment surcoté de ouf Yair Rodriguez. Surprise, surprise, the king is back! Pour la catégorie des bantamweight, ça va aller vite, c'est clairement Marlon Chito Vera. Marlon Chito Vera qui a obtenu un title shot totalement non mérité contre Sugar Sean O'Malley. La raison pour laquelle il l'a obtenu, c'est tout simplement parce qu'il avait battu Sean O'Malley par chance. Je précise, cette fois, je suis vraiment catégorique lorsque je dis que c'est de la chance. C'est tout simplement parce que Sean O'Malley s'était blessé et c'est ça qui a fait que Marlon Vera a gagné ce combat, tu vois. Et voilà, après il s'est littéralement fait exposer par Sean O'Malley qui l'a littéralement démonté sur 5 rounds. Et la raison pour laquelle je dis qu'il est surcoté, c'est tout simplement lié à son style de combat, tu vois. Parce que même récemment, il s'est battu contre Davison Figueiredo. Et après le combat, il est encore venu sortir des excuses en mode ouais, non, en fait, il a utilisé des coups qui étaient illégaux et tout. Bro, qu'est-ce que tu me racontes? Le problème avec Chito Vera, c'est tout simplement que
il a trop cette mentalité de punching ball. Je sais pas comment te dire. Parce qu'il sait très bien qu'il a un menton en acier, genre tu peux pas le mettre KO. Mais donc, comment est-ce que Chito Vera il se bat? C'est tout simplement qu'il entre dans l'octogone et quasiment il fait rien. Genre quasiment il entre dans l'octogone, il est là. Il est là et il te laisse le frapper pendant quasiment tout le combat. Je sais pas, genre à quel moment est-ce que tu donnes à un combattant comme ça un title shot? À quel moment est-ce que un combattant comme ça tu le mets dans le top 5 ou n'importe quoi? Genre il ne mérite juste pas. Et ça m'étonne vraiment qu'il y ait des combattants, genre qu'il y ait des fans, genre qu'à chaque fois qu'il y a un combat de Chito, genre ils sont derrière Chito en mode ouais Chito peut gagner, Chito peut gagner. À quel moment tu pensais que Chito Vera allait battre Deiveson Figueiredo? Pire que ça, à quel moment tu pensais que Chito Vera allait battre Sean O'Malley? Sean O'Malley qui selon moi il est littéralement dans le top 5 des meilleurs strikers de l'UFC à l'heure actuelle et il est pas numéro 5. Surprise, surprise, the king is back! Enfin, on va terminer par la catégorie des flyweight. Et selon moi, le combattant le plus surcoté de cette catégorie, c'est Steve Erceg. Donc Steve Erceg, il est venu récemment à l'UFC, donc en 2023. Et il a eu 3 victoires, je vais te préciser. Il a battu David Dvorak par décision. Il a battu Alexandro Costa par décision également. Ensuite, il a battu Machnell par TKO au 2e round. Et après cette victoire contre Machnell, automatiquement, on lui a ouvert les portes afin qu'il affronte le champion, la personne d'Alexandre Pantoja, avec qui il a fait une guerre. Là, on va être honnête, avec qui il a fait une guerre sur 5 rounds. Et finalement, malheureusement, Alexandre Pantoja a gagné par décision unanime. Mais après ça, il y a vraiment plein de gens de la communauté de MMA qui venaient et qui étaient convaincus que Steve Erceg, il avait battu Alexandre Pantoja. Selon moi, c'était un combat serré, mais Pantoja a quand même gagné. Mais après que Pantoja, il ait battu Steve Erceg par une décision plutôt controversée. Je te dis, la communauté était tellement sûre que Steve Erceg il est en mesure de battre Pantoja que selon moi ils l'ont juste un petit peu estimé trop haut, tu vois. Genre ils se disaient vraiment que Steve Erceg c'était vraiment un super bon combattant, ce qu'il est. Et je pense que c'était lié au fait que Steve Erceg il a une bonne personnalité, genre c'est un gars qui est cool et également genre qui sait bien lutter et qu'il sait bien cogner, tu vois. Après donc à l'UFC 305, on l'a fait affronter Kai Kara France. Et comment te dire que le résultat il a été assez brutal. Kai Kara France a réussi à mettre KO Steve Erceg et littéralement éteindre un petit peu tous nos rêves de ouais Steve Erceg ça va être le prochain GOAT de la catégorie des flyweight. Après on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais selon moi, le seul truc c'est simplement que la communauté MMA, comme d'habitude, on a juste un petit peu trop poussé un gars genre, en début de carrière, tu vois. En début de carrière à l'UFC, je précise. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler par rapport à ces quelques combattants que selon moi, ils sont clairement surcotés. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la zone. Et comme d'habitude, la famille, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!